Livraphone, avec l'aimable autorisation de Monsieur Maurice Druon, présente Le Roi de Fer, premier épisode des Rois Maudits. Prologue. Au début du XIVe siècle, Philippe IV, roi d'une beauté légendaire, régnait sur la France en maître absolu. Il avait vaincu l'orgueil guerrier des grands barons, vaincu les Flamands révoltés, vaincu l'Anglais en Aquitaine, vaincu même la papauté qu'il avait installée de force en Avignon. Les parlements étaient à ses ordres et les conciles à sa solde. 3 fils majeurs assuraient sa descendance. Sa fille était mariée au roi Édouard II d'Angleterre. Il comptait 6 autres rois parmi ses vassaux, et le réseau de ses alliances s'étendait jusqu'à la Russie. Aucune richesse n'échappait à sa main. Il avait tour à tour taxé les biens de l'Église, spolié les Juifs, frappé les compagnies de banquiers lombards. Pour faire face aux besoins du trésor, il pratiquait l'altération des monnaies. Du jour au lendemain, l'or pesait moins lourd et valait plus cher. Les impôts étaient écrasants. La police foisonnait. Les crises économiques engendraient ruines et pénuries, qui elles-mêmes engendraient des émeutes étouffées dans le sang. Les révoltes s'achevaient aux fourches des gibets. Tout devait s'incliner, plier ou rompre devant l'autorité royale. Mais l'idée nationale logeait dans la tête de ce prince calme et cruel pour qui la raison d'État dominait toutes les autres. Sous son règne, la France était grande et les Français malheureux. Un seul pouvoir avait osé lui tenir tête, l'ordre souverain des chevaliers du Temple. Cette colossale organisation à la fois militaire, religieuse et financière devait aux croisades dont elle était issue sa gloire et sa richesse. L'indépendance des Templiers inquiétait Philippe le Bel, en même temps que leurs biens immenses excitaient sa convoitise. Il monta contre eux le plus vaste procès dont l'histoire ait gardé le souvenir, puisque ce procès pesa sur près de 15 000 inculpés. Toutes les infamies y furent perpétrées et il dura 7 ans. C'est au terme de cette 7e année que commence notre récit. Première partie, la malédiction. La reine sans amour. Un tronc entier couché sur un lit de braise incandescente flambait dans la cheminée. Les vitraux verdâtres, cloisonnés de plomb, filtraient un jour de mars avare en lumière. Assise dans un haut siège de chêne au dossier surmonté des 3 lions d'Angleterre, la reine Isabelle, le menton sur la paume, contemplait vaguement les lueurs du foyer. Elle avait 22 ans. Ses cheveux d'or, tordus en longues tresses relevées, formaient comme 2 anses d'amphore. Elle écoutait une de ces dames françaises lui lire un poème du duc Guillaume d'Aquitaine. « D'amour ne doit plus dire bien, car je n'en ai ni peu ni rien, car plus n'en est qui me convient. » La voix chantante de la dame de Parage se perdait dans cette salle trop grande pour que les familles puissent vivre heureuses. « Il m'a toujours été ainsi. De ce que j'aime n'ai pas joui, ne le ferai ni ne le fit. » La reine sans amour soupira. « Que voilà donc touchante parole, dit-elle, et qu'on croirait tout juste faite pour moi. Ah,
Le temps n'est plus où les grands seigneurs comme ce duc Guillaume étaient aussi exercés à la poésie qu'à la guerre. Quand m'avez-vous dit qu'il vivait? 200 années. On jurerait de ce lait qu'il est écrit d'hier. Et pour elle-même, elle répéta « D'amour ne doit plus dire bien, car je n'en ai ni peu ni rien. » Elle demeura un moment songeuse. « Poursuivrai-je, madame ?» demanda la lectrice, le doigt posé sur la page enluminée. « Non, mamie, répondit la reine. Je me suis assez fait pleurer l'âme pour aujourd'hui. » Elle se redressa, et, changeant de ton, « Mon cousin, monseigneur d'Artois, m'a fait annoncer sa venue. Veillez à ce qu'on le conduise ici aussitôt qu'il se présentera. »« Il arrive de France? Alors vous allez être contente, madame. »« Je souhaite l'être, si les nouvelles qu'il me porte sont bonnes. » Une autre dame de parage entra vivement, le visage animé d'un grand air de joie. Elle s'appelait de naissance Jeanne de Joinville et était l'épouse de sir Roger Mortimer, l'un des premiers barons d'Angleterre. « Madame, madame !» s'écria-t-elle, « il a parlé !»« Vraiment, madame ?» répondit la reine. « Et qu'a-t-il dit ?»« Il a frappé sur la table, madame, et il a dit « Veux !» Une expression d'orgueil passa sur le beau visage d'Isabelle. « Conduisez-le devers moi !» dit-elle. Lady Mortimer sortit, toujours courant, et revint un instant après portant un enfant de 15 mois, rond, rose et gras, qu'elle déposa aux pieds de la reine. Il était vêtu d'une robe grenat, brodée d'or, et fort lourde pour un si petit être. « Alors, messire mon fils, vous avez dit « je veux » dit Isabelle en se penchant pour lui caresser la joue. « J'aime que cela ait été votre premier mot, ces paroles de roi. » L'enfant lui souriait, en dodelinant la tête. « Et pourquoi l'a-t-il dit ?» reprit la reine. « Parce que je lui refusais un morceau de galette, » répondit Lady Mortimer. Isabelle eut un sourire vite effacé. « Puisqu'il commence à parler, dit-elle, je demande qu'on ne l'encourage point à bégayer et prononcer des niaiseries comme on fait d'ordinaire avec les enfants. Peu importe qu'ils disent papa ou maman, je préfère qu'ils connaissent les mots de roi et de reine. » Elle avait dans la voix une grande autorité naturelle. « Vous savez, mamie, continua-t-elle, quelles raisons m'ont fait vous choisir pour gouverner mon fils. Vous êtes petite nièce de messire Joinville-le-Grand, qui fut à la croisade auprès de mon aïeul, monseigneur Saint-Louis. Vous saurez enseigner à cet enfant qu'il est de France autant que d'Angleterre. » Lady Mortimer s'inclina. À ce moment, la première dame française revint, annonçant monseigneur le comte Robert d'Artois. La reine s'adossa bien droite à son siège et croisa les mains sur la poitrine dans une attitude d'idole. Le souci d'être toujours royale ne parvenait pas à la vieillir. Un pas de 200 livres ébranla le plancher. L'homme qui entra avait 6 pieds de haut, des cuisses comme des troncs de chêne, des poings comme des masses d'armes. Ses bottes rouges de cuir cordouen étaient souillées d'une boue mal brossée. Le manteau qui lui pendait aux épaules était assez vaste pour couvrir un lit. Il suffisait qu'il eût une dague au côté pour avoir la mine de s'en aller en guerre. Dès qu'il apparaissait, tout semblait autour de lui devenir faible, fragile, friable. Il avait le menton rond, le nez court, la mâchoire large, l'estomac fort. Il lui fallait plus d'air à respirer qu'au commun des hommes. Ce géant avait 27 ans, mais son âge disparaissait sous le muscle, et on lui aurait donné tout aussi bien 10 années de plus. Il ôta ses gants en s'avançant vers la reine, mit un genou en terre avec une souplesse surprenante chez un tel colosse, et se releva avant qu'on ait eu le temps de l'y inviter. « Alors, messire mon cousin, dit Isabelle, avez-vous fait bonne traversée de mer ?»« Exécrable, madame, horrifique, répondit Robert d'Artois. Une tempête à rendre les tripes et l'âme. J'ai cru ma dernière heure venue, au point que je me suis mis à confesser mes péchés à Dieu. Par chance, il y en avait si grand nombre que le temps d'en dire la moitié, nous étions arrivés. J'en garde assez pour le retour. » Il éclata de rire, ce qui fit trembler les vitraux. « Mais par la mordieu, continua-t-il, je suis mieux fait pour courir les terres que pour chevaucher l'eau salée. Et si ce n'était l'amour de vous, madame ma cousine, et pour les choses d'urgence que j'ai à vous dire. » « Vous permettrez que j'achève, mon cousin, dit Isabelle l'interrompant. Elle montra l'enfant. Mon fils commence à parler aujourd'hui. Puis à Lady Mortimer, j'entends qu'il soit accoutumé au nom de sa parenté, et qu'il sache, dès que se pourra, que son grand-père Philippe est le beau roi de France.
Commencez à dire devant lui le pater et l'ave, et aussi la prière à Monseigneur Saint-Louis. Ce sont choses qu'il faut lui installer dans le cœur avant même qu'il les comprenne par la raison. Elle n'était pas mécontente de montrer à l'un de ses parents, lui-même descendant d'un frère de Saint-Louis, la manière dont elle veillait à l'éducation de son fils. « C'est bel enseignement que vous allez donner à ce jeune homme, » dit Robert d'Artois. « On n'apprend jamais assez tôt à régner, » répondit Isabelle. L'enfant s'essayait à marcher, du pas précautionneux et titubant qu'ont les bébés. « Se peut-il que nous ayons nous-mêmes été ainsi ?» dit d'Artois. « À vous regarder, mon cousin, dit la reine en souriant, on l'imagine mal. » Un instant, contemplant Robert d'Artois, elle songea au sentiment que pouvait connaître la femme petite et menue qui avait engendré cette forteresse humaine. Puis elle reporta les yeux sur son fils. L'enfant avançait, les mains tendues vers le foyer, comme s'il eût voulu saisir une flamme dans son poing minuscule. Robert d'Artois lui barra le chemin en avançant la jambe. Nullement effrayé, le petit prince saisit cette botte rouge, dont ses bras arrivaient à peine à faire le tour, et s'y assit à califourchon. Le géant se mit à balancer le pied, élevant et abaissant l'enfant qui, ravi de ce jeu imprévu, riait. « Ah, messire Édouard, dit d'Artois, oserais-je plus tard, quand vous serez puissant seigneur, vous rappeler que je vous ai fait ainsi chevaucher ma botte? » « Vous le pourrez, mon cousin, vous le pourrez toujours, si toujours vous vous montrez notre loyal ami. Qu'on nous laisse maintenant, dit Isabelle. « Alors veuillez reprendre terre, messire, dit d'Artois en posant le pied. Les dames françaises se retirèrent dans la pièce attenante, emmenant l'enfant qui, si le destin suivait un cours naturel, deviendrait un jour le roi d'Angleterre. D'Artois attendit un instant. « Eh bien, madame, dit-il, pour parfaire les leçons que vous donnez à votre fils, vous pourrez lui enseigner que Marguerite de Bourgogne, petite fille de Saint-Louis, reine de Navarre et future reine de France, est en bon chemin d'être appelée par son peuple Marguerite la putain. » En vérité, dit Isabelle, ce que nous pensions était donc vrai? Oui, ma cousine, et point seulement pour Marguerite, pour vos deux autres belles-sœurs pareillement. Jeanne et Blanche? Blanche, j'en suis assuré, Jeanne... Robert d'Artois, de son immense main, fit un geste d'incertitude. « Elle est plus matoise que les autres, dit-il, mais j'ai toute raison de la croire aussi fieffée garce. » Il bougea de 3 pas et se campa pour lancer. « Vos 3 frères sont cocus, madame, cocus comme des manants !» La reine s'était levée, les joues un peu colorées. « Si ce que vous m'annoncez est sûr, je ne tolérerai pas semblable honte et que ma famille soit objet de riser. Les barons de France, croyez-le, ne le supporteront pas non plus. Avez-vous les noms, les preuves ?» D'Artois respira un grand coup. « Quand vous vîntes en France l'été passé avec messire votre époux, pour ces fêtes qui furent données où j'eus l'honneur d'être armé chevalier en même temps que vos frères, car vous savez qu'on ne marchande pas les honneurs qui ne coûtent rien. À ce moment-là, je vous ai confié mes soupçons, et vous m'avez dit les vôtres. Vous m'avez demandé de veiller et de vous renseigner. Je suis votre allié. J'ai fait l'un et je viens accomplir l'autre. » « Alors, qu'avez-vous appris » demanda Isabelle impatiente. « D'abord que certains joyaux disparaissaient de la cassette de votre douce belle-sœur Marguerite. Or, quand une femme se défait secrètement de ses bijoux, c'est ou bien pour combler un galant, ou bien pour s'acheter un complice. Sa gueuserie est claire, ne trouvez-vous pas? Elle peut prétendre en avoir fait l'aumône à l'église. Pas toujours. Pas si certain fermail, par exemple, a été échangé chez un certain marchand lombard contre un certain poignard de Damas. Et vous avez découvert à quelle ceinture était pendu ce poignard? Hélas, non, répondit d'Artois. J'ai cherché, mais j'ai perdu la trace. Nos belles sont habiles. Je n'ai jamais couru cerf dans mes forêts de conches qui s'entendissent mieux à brouiller leur voix et à prendre les faux fuyants. Isabelle eut une mine déçue. Robert d'Artois prévint ce qu'elle allait dire en étendant les bras. « Attendez, attendez !» s'écria-t-il. « Je suis bon veneur et manque rarement mon animal d'attaque. L'honnête, la pure, la chaste Marguerite s'est fait aménager en petit logis la vieille tour de l'hôtel de Nesle, afin, selon son dire, de s'y retirer pour oraison. Mais il paraît bien qu'elle y fait oraison tout particulièrement les nuits où votre frère, Louis de Navarre, est absent. Et la lumière y brille assez tard. Sa cousine Blanche
Parfois sa cousine Jeanne l'y vienne rejoindre. Rouer les donzelles. Si l'on venait à questionner l'une, elle aurait beau jeu de dire « Comment ? De quoi m'accusez-vous » mais j'étais avec l'autre. Une femme fautive, cela se défend mal, 3 catins à coquiner, c'est un château fort. Seulement voilà, ces mêmes nuits où Louis est absent, ces mêmes nuits où la tour de Nesle est éclairée, il se fait sur la berge, au pied de la tour, en cet endroit ordinairement désert à pareille heure, un peu trop de mouvement. On a vu sortir des hommes qui n'étaient pas habillés en moines, et qui, s'ils venaient de chanter le salut, seraient passés par une autre porte. La cour se tait, mais le peuple commence à jaser, parce que les valets bavardent avant les maîtres. Tout en parlant, il s'agitait, gesticulait, marchait, faisait vibrer le sol et battait l'air à grands coups de manteau. L'étalage de son excès de force était chez Robert d'Artois un moyen de persuasion. Il cherchait à convaincre avec ses muscles autant qu'avec ses mots. Il enfermait l'interlocuteur dans un tourbillon, et la grossièreté de son langage, si bien en rapport avec toute son apparence, semblait la preuve d'une rude bonne foi. Pourtant, à y regarder de plus près, on pouvait se demander si tout ce mouvement n'était pas parade de battleurs et jeu de comédiens. Une haine attentive, tenace, luisait dans ses yeux gris. La jeune reine s'appliquait à bien garder sa clarté de jugement. « En avez-vous parlé au roi mon père » dit-elle. « Ma bonne cousine, vous connaissez le roi Philippe mieux que je ne le connais. Il croit tant à la vertu des femmes qu'il faudrait lui montrer vos belles-sœurs vautrées avec leurs galants pour qu'il consentît à m'entendre. Et je suis pas si bien en cour depuis que j'ai perdu mon procès. » « Je sais, mon cousin, qu'on vous a fait tort. S'il ne tenait qu'à moi, ce tort vous serait réparé. » Robert d'Artois se précipita sur la main de la reine pour y poser les lèvres. « Mais précisément en raison de ce procès, reprit doucement Isabelle, ne pourrait-on pas croire que vous agissez à présent par vengeance ?» Le géant se redressa vivement. « Mais bien sûr, madame, j'agis par vengeance !» Il était d'une franchise désarmante. On pensait lui tendre un piège, le prendre en défaut, et il s'ouvrait à vous tout largement comme une fenêtre. « On m'a volé l'héritage de mon comté d'Artois !» s'écria-t-il, « pour le donner à ma tante Mao de Bourgogne. La chienne, la gueuse, mais qu'elle crève ! Que la lèpre lui mange la bouche, que la poitrine lui tombe en charogne. Et pourquoi a-t-on fait cela ? Parce qu'à force de ruser, d'intriguer, de fourrer la paume en belle livre sonnante aux conseillers de votre père, elle est parvenue à marier vos 3 frères à ses 2 catins de filles et son autre catin de cousine. » Il se mit à contrefaire un discours imaginaire de sa tante Mao, comtesse de Bourgogne et d'Artois, au roi Philippe le Bel. « Mon cher seigneur, mon parent, mon compère, si nous unissions ma chère petite Jeanne à votre fils Louis... Non, cela ne vous convient plus? Vous préférez lui réserver Margot? Alors donnez donc Jeanne à Philippe, et puis ma douce Blanchette à votre beau Charles. Le plaisir que ce sera qu'ils s'aiment tous ensemble. Et puis, si l'on m'accorde l'Artois qu'avait mon défunt père, alors ma comté franche de Bourgogne ira à l'une de ses oiselles, à Jeanne, si vous le voulez. Ainsi, votre second fils devient comte palatin de Bourgogne, et vous pouvez le pousser vers la couronne d'Allemagne. Mon neveu Robert, qu'on donne un os à ce chien, le château de Conches, la terre de Beaumont, cela suffira bien à ce rustre. Et je souffle malice dans l'oreille de Nogaret, et j'envoie 1000 merveilles à Marigny. Et j'en marie 1, et j'en marie 2, et j'en marie 3. Et pas plus tôt fait, mes petites garces se mettent à comploter, à s'envoyer messages, à se fournir d'amants, et s'emploient à bien hausser de cornes la couronne de France. Ah, s'ils étaient irréprochables, madame, je rongerais mon frein. Mais à se conduire si bassement après m'avoir autant ennuyé, les filles de Bourgogne sauront ce qu'il en coûte, et je me vengerai sur elles de ce que la mère m'a fait. » Isabelle demeurait songeuse, sous cet ouragan de paroles. D'Artois se rapprocha d'elle et, baissant la voix, « Elles vous haïssent. » « Il est vrai que pour ma part, je ne les ai guère aimées dès le début, et sans savoir pourquoi, répondit Isabelle. « Vous ne les aimez point, parce qu'elles sont fausses, ne pensent qu'au plaisir, et n'ont point le sens de leur devoir. Mais elles vous haïssent parce qu'elles vous jalousent. » « Mon sort n'a pourtant rien de bien enviable, dit Isabelle en soupirant, et leur place me semble plus douce que la mienne. Vous êtes une reine, madame. Vous l'êtes dans l'âme et dans le sang. Vos belles-sœurs peuvent bien porter couronne, elles ne le seront jamais. C'est pour cela qu'elles vous traiteront toujours en ennemi. » Isabelle leva vers son cousin ses beaux yeux bleus
Et d'Artois, cette fois, sentit qu'il avait touché juste. Isabelle était définitivement de son côté. « Avez-vous les noms des hommes auxquels mes belles-sœurs... » Elle n'avait pas le langage cru de son cousin et se refusait à prononcer certains mots. « Je ne peux rien faire sans cela, poursuivit-elle. Obtenez-les, et je vous promets bien alors de me rendre aussitôt à Paris, sous un quelconque prétexte, pour y faire cesser ce désordre. En quoi puis-je vous aider? Avez-vous prévenu mon oncle Valois? »« Je m'en suis bien gardé, répondit d'Artois. Monseigneur de Valois est mon plus fidèle protecteur et mon meilleur ami. Mais il ne sait rien taire. Il irait clabauder partout ce que nous voulons cacher. Il donnerait l'éveil trop tôt, et quand nous voudrions pincer les ribaudes, nous les trouverions sages comme des nonnes. Que proposez-vous? 2 actions, dit d'Artois. La première, c'est de faire nommer auprès de Madame Marguerite une nouvelle dame de parage qui soit toute à notre discrétion et qui nous puisse renseigner fidèlement. J'ai pensé à Madame de Comminges, qui vient d'être veuve, et à qui l'on doit des égards. Pour cela, votre oncle Valois va pouvoir nous servir. Faites-lui tenir une lettre lui exprimant votre souhait. Il a grande influence sur votre frère Louis, et fera promptement entrer Madame de Comminges à l'hôtel de Nesle. Nous aurons ainsi une créature à nous dans la place. Et, comme nous disons entre gens de guerre, un espion dans les murs vaut mieux qu'une armée dehors. Je ferai cette lettre et vous l'emporterez, dit Isabelle. Ensuite, il faudrait dans le même temps endormir la défiance de vos belles-sœurs à votre endroit, et leur faire douce mine en leur envoyant d'aimables cadeaux, poursuivit d'Artois. Des présents qui puissent convenir aussi bien à des hommes qu'à des femmes, et que vous leur feriez parvenir secrètement, sans en avertir ni père ni époux, comme un petit mystère d'amitié entre vous. Marguerite pille sa cassette pour un bel inconnu. Ce serait vraiment malchance si, la munissant d'un présent dont elle n'aura point de compte à rendre, nous ne retrouvions notre objet agrafé sur le gaillard que nous cherchons. Fournissons-les d'occasion d'imprudence. Isabelle réfléchit une seconde, puis elle frappa des mains. La première dame française parut. « Mamie, dit la reine, veuillez quérir cette aumônière que le marchand Albizzi m'a mandée ce matin. » Pendant la brève attente, Robert d'Artois sortit enfin de ses machinations et de ses complots et prit le temps de regarder la salle où il se trouvait. Les fresques religieuses peintes sur les murs, l'immense plafond boisé en forme de carène. Tout était assez neuf, triste et froid. Le mobilier était beau, mais peu abondant. « Ce n'est guère riant, le lieu où vous vivez, ma cousine, dit-il. On se croirait plutôt dans une cathédrale que dans un château. »« Plaise encore à Dieu, répondit Isabelle à mi-voix, que ceci ne me devienne pas une prison. Comme la France me manque souvent. » La dame française revint, apportant une grande bourse de soie, brodée au fil d'or et d'argent de figures en relief et ornée au rabat de 3 pierres cabochons grosses comme des noix. « Merveille !» s'écria d'Artois. « Tout juste ce qu'il nous faut. Un peu lourd pour être parure de dame, un peu léger pour moi, à qui une giberne c'est mieux qu'une bougette. Voilà bien l'objet qu'un jouvenceau de cour rêve de s'accrocher à la ceinture pour se faire valoir. » « Vous allez commander au marchand Albizzi 2 autres aumônières semblables, dit Isabelle à sa suivante, et le presser de me les envoyer. Puis, quand la dame de parage fut sortie, elle ajouta « Ainsi pourrez-vous, mon cousin, les rapporter en France, et nul ne saura qu'elles auront passé par mes mains. » On entendit du bruit à l'extérieur, des cris et des rires. Robert d'Artois s'approcha d'une fenêtre. Dans la cour, une équipe de maçons était en train de hisser une lourde clé de voûte. Des hommes tiraient sur des cordes à poulies, d'autres, juchés sur un échafaudage, s'apprêtaient à saisir le bloc de pierre, et tout ce travail semblait s'exécuter dans une extrême bonne humeur. « Eh bien, dit Robert d'Artois, il paraît que le roi Édouard aime toujours la maçonnerie. » Il venait de reconnaître parmi les ouvriers Édouard II, le mari d'Isabelle, assez bel homme d'une 30aine d'années, aux cheveux ondulés, aux larges épaules, aux hanches souples. Ses vêtements de velours étaient souillés de plâtre. « Il y a plus de 15 ans qu'on a commencé à rebâtir Westmoutier, dit Isabelle avec colère. Comme toute la cour, elle prononçait Westmoutier pour Westminster, à la française. « Depuis 6 ans que je suis mariée, reprit-elle. Je vis dans les truelles et le mortier. On ne cesse de défaire ce qu'on a fait le mois d'avant. Ce n'est pas la maçonnerie qu'il aime, ce sont les maçons. Croyez-vous seulement qu'ils lui disent « sire ». Il l'appelle Édouard,
il le moque, et lui s'en trouve ravi. Tenez, regardez-le !» Dans la cour, Édouard II donnait des ordres tout en s'appuyant à un jeune ouvrier qu'il tenait par le cou. Il régnait autour de lui une familiarité suspecte. « Je croyais, reprit Isabelle, avoir connu le pire avec le chevalier de Gaveston. Ce Béarnais insolent et vantard gouvernait si bien mon époux qu'il s'était mis à gouverner le royaume. Édouard lui donnait tous les joyaux de ma cassette de mariage. C'est décidément une coutume dans nos familles que de voir de façon ou d'autre les bijoux des femmes finir en parure d'hommes. » Ayant auprès d'elle un parent, un ami, Isabelle s'abandonnait à avouer ses peines et ses humiliations. En vérité, les mœurs du roi Édouard II étaient connues de toute l'Europe. Les barons et moi, l'autre année, sommes parvenus à abattre Gaveston. Il a eu la tête tranchée, et je me réjouissais que son corps fût à pourrir chez les dominicains à Oxford. Eh bien, j'en arrive, mon cousin, à regretter le chevalier de Gaveston, car depuis, comme pour se venger de moi, Édouard attire au palais tout ce qu'il y a de plus bas et de plus infâme dans les hommes de son peuple. On le voit courir les bouges du port de Londres, s'asseoir avec les truands, rivaliser à la lutte avec les débardeurs, et à la course avec les palefreniers. Les beaux tournois en vérité qu'il nous donne là. Pendant ce temps, commande qui veut son royaume, pourvu qu'on organise ses plaisirs et qu'on les partage. Pour l'heure, ce sont les barons des Spencer qui ont sa faveur, le père gouvernant, le fils qui sert de femme à mon époux. Quant à moi, Édouard ne m'approche plus, et s'il lui arrive de s'aventurer dans ma couche, j'en éprouve une telle honte que j'en reste toute froide. Elle avait baissé le front. Une reine est la plus misérable des sujettes du royaume si son mari ne l'aime point, ajouta-t-elle. Il suffit qu'elle ait assuré la descendance. Sa vie, ensuite, ne compte plus. Quelle femme de baron, quelle femme de bourgeois ou de vilain supporterait ce que je dois tolérer? Parce que je suis la reine? La dernière lavandière du royaume a plus de droits que moi. Elle peut venir me demander appui. Ma cousine, ma belle cousine, moi je veux vous servir d'appui, dit d'Artois avec chaleur. Elle leva tristement les épaules comme pour dire « Que pouvez-vous pour moi ?» Ils étaient face à face. Il avança les mains, la prit par les coudes, aussi doucement qu'il put en murmurant « Isabelle ». Elle posa les mains sur les bras du géant. Ils se regardèrent et furent saisis d'un trouble qu'ils n'avaient pas prévu. D'Artois semblait soudain étrangement ému et gêné d'une force qu'il craignait d'utiliser avec maladresse. Il souhaita brusquement dévouer son temps, son corps, sa vie à cette reine fragile. Il la désirait d'un désir immédiat et robuste qu'il ne savait pas comment exprimer. Ses goûts ne le portaient pas ordinairement vers les femmes de qualité, et il excellait peu aux grâces de galanterie. « Ce qu'un roi dédaigne, faute d'en reconnaître la perfection, dit-il. Bien d'autres hommes en remercieraient le ciel à 2 genoux. À votre âge si fraîche, si belle, se peut-il que vous soyez privé des joies de nature? Se peut-il que ces lèvres ne soient jamais baisées? Que ces bras, ce doux corps? Ah, prenez un homme, Isabelle, et que cet homme soit moi. » Il y allait assez rudement pour dire ce qu'il espérait, et son éloquence ressemblait peu à celle des poèmes du duc Guillaume d'Aquitaine. Mais Isabelle ne détachait pas son regard du sien. Il la dominait, l'écrasait de toute sa stature. Il sentait la forêt, le cuir, le cheval et l'armure. Il n'avait ni la voix ni l'apparence d'un séducteur, et pourtant elle était séduite. Il était un homme, vraiment, un mâle rude et violent, au souffle profond. Isabelle sentait toute volonté la fuir et n'avait plus qu'une envie, appuyer sa tête à cette poitrine de buffle et s'abandonner, étancher cette grande soif. Elle tremblait un peu. Elle se dégagea d'un coup. « Non, Robert, s'écria-t-elle, je ne vais point faire ce que je reproche tant à mes belles-sœurs. Je ne le veux pas et je ne le dois pas. Mais quand je songe à ce que je m'impose et me refuse, alors que ces carognes, elles, ont telle chance d'être à des maris qui bien les aiment, ah non, il faut qu'elles soient châtiées, fort châtiées. » Sa pensée s'acharnait sur les coupables, faute de s'autoriser à être coupable elle-même. Elle revint s'asseoir dans la grande cathèdre de chêne. Robert d'Artois la rejoignit. « Non, Robert, » répéta-t-elle en étendant les bras. « Ne profitez point de ma défaillance, vous me fâcheriez. » L'extrême beauté inspire le respect autant que la majesté. Le géant obéit. Mais l'instant écoulé ne s'effacerait plus de leur mémoire.
Je puis donc être aimée, se disait Isabelle, et elle en éprouvait comme de la reconnaissance pour l'homme qui venait de lui donner cette certitude. Était-ce là tout ce que vous aviez à m'apprendre, mon cousin? Et ne m'apportez-vous pas d'autres nouvelles? dit-elle en faisant effort pour se reprendre. Robert d'Artois, qui se demandait s'il n'aurait pas dû poursuivre son avantage, mit un temps à répondre. « Si, madame, dit-il, j'ai aussi un message de votre oncle Valois. » Le lien nouveau qui s'était noué entre eux donnait à leurs paroles une autre résonance, et ils ne pouvaient être complètement attentifs à ce qu'ils disaient. « Les dignitaires du temple vont être jugés bientôt, » continua d'Artois, « et l'on craint fort que votre parrain, le grand maître Jacques de Molay, ne soit mis à mort. Monseigneur de Valois vous demande d'écrire au roi pour l'inviter à la clémence. » Isabelle ne répondit pas. Elle avait repris sa pose coutumière, le menton dans la paume. « Comme vous lui ressemblez ainsi, » dit d'Artois. « À qui ? Au roi Philippe, votre père. » Elle leva les yeux et demeura songeuse. « Ce que décide le roi mon père est bien décidé, répondit-elle enfin. Je puis agir pour ce qui tient à l'honneur de la famille, mais non pour ce qui touche au gouvernement du royaume. Jacques de Molay est un vieil homme. Il fut noble, il fut grand, s'il a commis des fautes. Il les a assez expiées. Rappelez-vous qu'il vous a tenu sur les fonds du baptême. Croyez-moi, c'est un grand méfait qu'on va encore commettre là, et qu'on doit une fois de plus à Nogaret et à Marigny. En frappant le temple, c'est toute la chevalerie et les hauts barons que ces hommes sortis de rien ont voulu frapper. » La reine demeurait perplexe. L'affaire visiblement la dépassait. « Je n'en puis pas juger, dit-elle, je n'en puis pas juger. Vous savez que j'ai grande dette envers votre oncle. Il me saurait gré si j'obtenais cette lettre de vous. Et puis, la pitié ne messied jamais à une reine. C'est sentiment de femme, et vous n'en pourrez être que loué. D'aucuns vous reprochent d'avoir le cœur dur. Vous leur donnerez la bonne réplique. Faites-le pour vous, Isabelle, et faites-le pour moi. » Elle lui sourit. « Vous êtes bien habile, mon cousin Robert, sous vos airs de loup-garou. Allez, je vous ferai cette lettre que vous désirez, et vous pourrez l'emporter aussi. Quand repartirez-vous? Quand vous me l'ordonnerez, ma cousine. Les aumônières, je pense, seront livrées demain. C'est bientôt. » Il y avait du regret dans la voix de la reine. Ils se regardèrent à nouveau, et à nouveau, Isabelle se troubla. « J'attendrai un messager de vous pour savoir s'il faut me mettre en route pour la France. Adieu, mon cousin. Nous nous reverrons au souper. » D'Artois prit congé, et la pièce, après qu'il fut sorti, parut à la reine étrangement calme, comme une vallée de montagne après le passage d'une tornade. Isabelle ferma les yeux et resta un grand moment immobile. Les hommes appelés à jouer un rôle décisif dans l'histoire des nations ignorent le plus souvent quel destin collectif s'incarne en eux. Les deux personnages qui venaient d'avoir cette longue entrevue, un après-midi de mars 1314, au château de Westminster, ne pouvaient pas imaginer qu'ils seraient, par l'enchaînement de leurs actes, les premiers artisans d'une guerre qui durerait entre la France et l'Angleterre plus de 100 ans. Les prisonniers du Temple. La muraille était couverte de salpêtre. Une clarté fumeuse, jaunâtre, commençait à descendre dans la salle voûtée creusée en sous-sol. Le prisonnier qui sommeillait, les bras repliés sous la barbe, frissonna et se dressa brusquement, hagard, le cœur battant. Il vit la brume du matin qui coulait par le soupirail. Il écouta. Distincte, bien qu'étouffée par l'épaisseur des murs, il percevait les cloches annonçant les premières messes, cloches parisiennes de Saint-Martin, de Saint-Méry, de Saint-Germain-l'Auxerrois, de Saint-Eustache et de Notre-Dame, cloches campagnardes des villages de la Courtille, de Clignancourt et du Montmartre. Le prisonnier n'entendit aucun bruit qui pût l'inquiéter. C'était l'angoisse seule qui l'avait fait sursauter, cette angoisse qu'il retrouvait à chaque réveil, comme dans chaque sommeil il retrouvait un cauchemar. Il prit sur le sol une écuelle de bois et y but une longue gorgée d'eau pour calmer cette fièvre qui ne le quittait pas depuis des jours et des jours. Ayant bu, il laissa l'eau reposer et se pencha sur elle comme sur un miroir. L'image qu'il parvint à saisir, imprécise et sombre, était celle d'un centenaire. Il demeura ainsi quelques instants cherchant ce qui pouvait rester de son ancienne apparence
dans ce visage flottant, cette barbe d'ancêtre, ces lèvres avalées par la bouche édentée, ce long nez amaigri qui tremblait au fond de l'écuelle. Puis il se leva lentement et fit 2 pas jusqu'à ce qu'il sentît se tendre la chaîne qui le liait à la muraille. Alors il se mit brusquement à hurler. « Jacques de Molay! Jacques de Molay! Je suis Jacques de Molay !» Rien ne lui répondit. Rien, il le savait, ne devait lui répondre. Mais il avait besoin de crier son propre nom pour empêcher son esprit de se dissoudre, pour se rappeler qu'il avait commandé des armées, gouverné des provinces, qu'il avait détenu une puissance égale à celle des souverains, et que, tant qu'il garderait un souffle de vie, il continuerait d'être, même dans ce cachot, le grand maître de l'ordre des chevaliers du Temple. Par un surcroît de cruauté ou de dérision, il s'était vu assigner pour prison une salle basse de la grande tour de l'hôtel du Temple, la maison mère de l'ordre. « Et c'est moi qui ai fait rénover cette tour », murmura le grand maître avec colère, en frappant du poing la muraille. Son geste lui arracha un cri. Il avait oublié son pouce écrasé par les tortures. Mais quelle était la place de son corps qui ne fut pas une plaie, ou le siège d'une douleur? Le sang circulait mal dans ses membres, et il souffrait d'abominables crampes depuis qu'on l'avait soumis au supplice des brodequins. Les jambes enfermées dans les planches de chêne, que les tourmenteurs resserraient en enfonçant des coins à coups de maillet, il entendait la voix froide, insistante de Guillaume de Nogaret, le garde des sceaux du royaume, qui l'engageait à avouer. À avouer quoi? Il s'était évanoui. Sur ses chairs lacérées, déchirées, la crasse, l'humidité, le manque de nourriture avaient fait leur œuvre. Mais de toutes les tortures endurées, la plus horrible, certainement, avait été celle de l'étirement. Un poids de 180 livres attaché au pied droit, on l'avait hissé par une corde à poulie jusqu'au plafond. Et toujours la voix sinistre de Guillaume de Nogaret. « Mais avouez donc, messire !» Et comme il s'obstinait à nier, on l'avait tiré toujours plus fort, toujours plus vite, du sol aux voûtes. Sentant ses membres se disjoindre, ses articulations s'arracher, son ventre, sa poitrine éclater, il avait fini par crier qu'il avouait, oui, tout, n'importe quel crime, tous les crimes du monde. Oui, les Templiers se livraient entre eux à la sodomie. Oui, pour entrer dans l'ordre, ils devaient cracher sur la croix. Oui, ils adoraient une idole à tête de chat. Oui, ils s'adonnaient à la magie, à la sorcellerie, au culte du diable. Oui, ils détournaient les fonds qui leur étaient confiés. Oui, ils avaient fomenté un complot contre le pape et le roi. Et quoi d'autre encore? Jacques de Molay se demandait comment il avait pu survivre à tout cela. Sans doute parce que les tourments savamment dosés n'avaient jamais été poussés jusqu'au point qu'il en dût mourir, et aussi parce qu'un vieux chevalier entraîné aux armes et à la guerre avait plus de résistance qu'il ne l'eût cru lui-même. Il s'agenouilla, les yeux tournés vers le rayon de clarté du soupirail. « Seigneur mon Dieu, prononça-t-il, pourquoi m'avez-vous mis moins de force dans l'âme que dans la carcasse? Étais-je bien digne de commander l'ordre? Vous ne m'avez pas évité de tomber dans la lâcheté. Épargnez-moi, Seigneur Dieu, de tomber dans la folie. Je ne saurais guère tenir davantage. Je ne saurais guère. » Enchaîné depuis 7 ans, il ne sortait que pour être traîné devant les commissions d'enquête et subir toutes les menaces des légistes, toutes les pressions des théologiens. On pouvait bien, à pareil régime, craindre de devenir fou. Souvent, le grand maître perdait la notion du temps. Pour se distraire, il avait essayé d'apprivoiser un couple de rats qui venaient chaque nuit ronger les restes de son pain. Il passait de la colère aux larmes, des crises de dévotion au désir de violence, de l'hébétude à la fureur. « Ils en crèveront !» se répétait-il. Qui crèverait? Clément, Guillaume, Philippe, le pape, le garde des sceaux, le roi? Ils mourraient, Molay ne savait pas comment, mais sûrement dans des souffrances abominables pour expier leurs crimes. Et ils remâchaient sans cesse leurs 3 noms abhorrés. Toujours à genoux et la barbe vers le soupirail, le grand maître murmura « Merci, Seigneur mon Dieu, de m'avoir laissé la haine. C'est la seule force qui me soutienne encore. » Il se releva avec peine et regagna le banc de pierre cimenté à la muraille qui lui servait à la fois de siège et de lit. Qui aurait pu jamais imaginer qu'il en arriverait là? Sa pensée le reportait constamment vers sa jeunesse, vers l'adolescent qu'il avait été 50 ans plus tôt, et qui descendait les pentes de son Jura natal pour courir la grande aventure. Comme tous les cadets de noblesse à cette époque, il avait rêvé d'endosser le long manteau blanc à croix noire
qui constituait l'uniforme du temple. Le seul nom de Templier évoquait alors l'Orient et l'épopée, les navires aux voiles gonflés cinglant sur des mers toujours bleues, les charges au galop dans des pays de sable, les trésors d'Arabie, les captifs rançonnés, les villes enlevées et pillées, les châteaux forts gigantesques. On racontait même que les Templiers avaient des ports secrets d'où ils s'embarquaient pour des continents inconnus. Et Jacques de Molay avait vécu son rêve. Il avait navigué, il avait combattu et habité de grandes forteresses blondes. Il avait marché fièrement dans des rues qui sentaient les épices et l'encens, vêtu du superbe manteau dont les plis tombaient jusqu'à ses éperons d'or. Il s'était élevé dans la hiérarchie de l'ordre plus haut qu'il n'eût jamais osé l'espérer, franchissant toutes les dignités pour être enfin porté par le choix de ses frères à la fonction suprême de grand maître de France et d'outre-mer et au commandement de 15 000 chevaliers. Et tout cela aboutissait à cette cave, cette pourriture, ce dénuement. Peu de destins montraient une si prodigieuse fortune suivie d'un si grand abaissement. Jacques de Molay, à l'aide d'un maillon de sa chaîne, traçait dans le salpêtre du mur de vagues traits qui figuraient les lettres de Jérusalem, lorsqu'il entendit des pas lourds et des bruits d'armes dans l'étroit escalier qui descendait à son cachot. L'angoisse à nouveau l'étreignit, mais cette fois motivée. La porte grinça en s'ouvrant. Molay aperçut derrière le geôlier 4 archers en tunique de cuir et la pique à la main. Leur haleine s'épanouissait blanche autour de leur visage. « Nous venons vous chercher, messire, dit l'un d'eux. » Molay se leva sans prononcer un mot. Le geôlier s'approcha, et à grands coups de marteau et de burin, il fit sauter le rivet qui reliait la chaîne aux bracelets de fer dans lesquels étaient enfermées les chevilles du prisonnier. Celui-ci serra sur ses épaules décharnées son manteau de gloire, qui n'était plus maintenant qu'une guenille grisâtre. La croix sur l'épaule s'en allait en lambeaux. Dans ce vieillard épuisé, chancelant, qui gravissait les pieds alourdis par les fers les marches de la tour, il restait encore quelque chose du chef de guerre, qui, de Chypre, commandait à tous les chrétiens d'Orient. « Seigneur mon Dieu, donnez-moi la force !» murmurait-il intérieurement. « Donnez-moi un peu de force. » Et pour trouver cette force, il se répétait les noms de ses 3 ennemis, Clément, Guillaume, Philippe. La brume emplissait la vaste cour du temple, encapuchonnait les tourelles du mur d'enceinte, se glissait entre les créneaux, ouattait la flèche de l'église de l'ordre. Une centaine de soldats se tenaient, l'arme aux pieds, entourant un grand chariot ouvert et carré. Par-delà les murailles, on entendait la rumeur de Paris, et parfois le hennissement d'un cheval s'élevait avec une tristesse déchirante. Au milieu de la cour, messire Alain de Pareil, capitaine des archers du roi, l'homme qui assistait à toutes les exécutions, qui accompagnait tous les condamnés vers les jugements et les supplices, marchait à pas lents, le visage fermé par un grand air d'ennui. Ses cheveux couleur d'acier retombaient en mèches courtes sur son front carré. Il portait la cotte de maille, une épée au côté, et tenait son casque au creux du bras. Il se retourna en entendant sortir le grand maître, et celui-ci, l'apercevant, se sentit pâlir, si pâlir lui était encore possible. D'ordinaire, pour les interrogatoires, on ne déployait pas si grand appareil. Il n'y avait ni ce chariot, ni tous ces hommes d'armes. Quelques sergents royaux venaient quérir les accusés pour les passer en barque de l'autre côté de la Seine, le plus souvent à la nuit tombante. « Alors, ces choses jugées ?» demanda Molay au capitaine des archers. « Ce l'est, messire, » répondit celui-ci. « Et savez-vous, mon fils, dit Molay après une hésitation, ce que contient le jugement ? » « Je l'ignore, messire. J'ai ordre de vous conduire à Notre-Dame pour en entendre lecture. » Il y eut un silence. Puis Jacques de Molay dit encore : « Quel jour nous trouvons-nous ? » « Le lundi, après la Saint-Grégoire. » Ce qui correspondait au 18 mars, le 18 mars 1314. « Est-ce à la mort que l'on me mène ? » se demanda Molay. La porte de la tour s'ouvrit à nouveau et, escortés de garde, 3 autres dignitaires apparurent. Le visiteur général, le précepteur de Normandie, le commandeur d'Aquitaine. Les cheveux blancs, eux aussi, la barbe broussailleuse, le corps flottant dans leur manteau en haillons, ils restèrent immobiles un moment, les paupières battantes, et pareils à de grands oiseaux de nuit que la lumière empêche de voir. Ce fut le précepteur de Normandie, Geoffroy de Charnay, qui le premier, s'empêtrant dans ses fers, se précipita vers le grand maître et l'étreignit. Une longue amitié unissait les 2 hommes.
Jacques de Molay avait fait toute la carrière de Charnay, de 10 ans son cadet, et dans lequel il voyait son successeur. Charnay avait le front entaillé d'une profonde cicatrice et le nez dévié, reste d'un combat ancien où un coup d'épée avait entamé son aume. Cet homme rude, au visage modelé par la guerre, vint enfoncer son front dans l'épaule du grand maître pour cacher ses larmes. « Courage, mon frère, courage, dit Molay en le serrant dans ses bras. Courage, mes frères, répéta-t-il en donnant ensuite l'accolade aux 2 autres dignitaires. Un geôlier s'approcha. « Vous avez le droit d'être défergé, messire, dit-il. » Le grand maître écarta les mains d'un geste amer et las. « Je n'ai pas le denier, répondit-il. » Car pour qu'on leur ôtât leur fer, à chaque sortie, les Templiers devaient donner 1 denier, sur le sou qui leur était journellement alloué et avec lequel ils étaient censés payer leur ignoble nourriture, la paille de leur geôle et le lavage de leurs chemises. Supplémentaire cruauté et bien dans la manière procédurière de Nogaret. Ils étaient inculpés, non condamnés. Ils avaient droit à une indemnité d'entretien, mais calculée de telle sorte qu'ils jeûnaient 4 jours sur 8, dormaient sur la pierre et pourrissaient dans la crasse. Geoffroy de Charnay prit dans une vieille bourse de cuir pendue à sa ceinture les 2 deniers qui lui restaient et les jeta sur le sol, un pour ses fers, un pour ceux du grand maître. « Mon frère, dit Jacques de Molay avec un geste de refus. « Pour le service qu'il me ferait à présent, répondit Charnay. Acceptez, mon frère. Je n'y ai même pas de mérite. Si l'on nous déferge, c'est peut-être bon signe, dit le visiteur général. Peut-être le pape a-t-il décidé notre grâce. » Les dents qui lui restaient inégalement brisées rendaient sa parole chuintante, et il avait les mains gonflées et tremblantes. Le grand maître haussa les épaules et montra les 100 archers alignés. « Préparons-nous à mourir, mon frère, répondit-il. « Voyez, voyez ce qu'ils m'ont fait, gémit le commandeur d'Aquitaine en relevant sa manche. Nous avons tous été tourmentés, dit le grand maître. Il détourna les yeux comme chaque fois qu'on lui rappelait les tortures. Il avait cédé, il avait signé de faux aveux et ne se le pardonnait pas. Il parcourut du regard l'immense enceinte qui avait été le siège et le symbole de la puissance du temple. Pour la dernière fois, pensa-t-il. Pour la dernière fois, il contemplait cet ensemble formidable, avec son donjon, son église, ses palais, ses maisons, ses cours et ses vergers, véritable ville forte en plein Paris. C'était là que les Templiers, depuis 2 siècles, avaient vécu, prié, dormi, jugé, compté, décidé de leur expédition lointaine. C'était là que le trésor du royaume de France, confié à leur garde et à leur gérance, avait été longtemps déposé. Et là aussi, après les désastreuses expéditions de Saint-Louis, après la perte de la Palestine et de Chypre, qu'ils étaient rentrés, traînant à leur suite leurs écuyers, leurs mulets chargés d'or, leur cavalerie de chevaux arabes, leurs esclaves noirs. Jacques de Molay revoyait ce retour de vaincus qui conservait encore une allure d'épopée. « Nous étions devenus inutiles, et nous ne le savions pas, » pensait le grand maître. « Nous parlions toujours de nouvelles croisades et de reconquêtes. Nous avions peut-être gardé trop de morgues et de privilèges, sans plus les justifier. » De milices permanentes de la chrétienté, ils étaient devenus les banquiers tout-puissants de l'Église et des rois. À entretenir beaucoup de débiteurs, on se crée beaucoup d'ennemis. Ah, certes, la manœuvre royale avait été bien conduite. On pouvait dater l'origine du drame, en vérité, du jour où Philippe le Bel avait demandé à faire partie de l'ordre dans l'intention évidente d'en devenir le grand maître. Le chapitre avait répondu par un refus distant et sans appel. « Ai-je eu tort ?» se demandait Jacques de Molay, pour la 100e fois. « N'ai-je pas été trop jaloux de mon autorité ? Mais non, je ne pouvais pas agir autrement. Notre règle était formelle et nous interdisait d'admettre aucun prince souverain dans nos commanderies. » Le roi Philippe n'avait jamais oublié cet échec. Il avait commencé par ruser, continuant d'accabler Jacques de Molay de faveur et d'amitié. Le grand maître n'était-il pas le parrain d'un de ses enfants? Le grand maître n'était-il pas le soutien du royaume? Mais bientôt une ordonnance transférait le trésor royal de la tour du Temple à la tour du Louvre. En même temps, une sourde, une venimeuse campagne de dénigrement était montée contre les Templiers. On disait et faisait dire, dans les lieux publics et les marchés, qu'ils spéculaient sur les grains, qu'ils étaient responsables des famines, qu'ils songeaient davantage à grossir leurs biens qu'à reprendre aux païens le tombeau du Christ. Comme ils avaient le rude langage des militaires, on les accusait d'être blasphémateurs. On avait fait locution d'usage du terme « juré comme un templier ». De blasphémateur à hérétique, la distance était brève.
On affirmait qu'ils avaient des mœurs hors nature et que leurs esclaves noirs étaient des sorciers. Bien sûr, tous nos frères ne se conduisaient pas en saints et, à beaucoup, l'inaction ne valait guère. On disait surtout qu'au cours des cérémonies de réception, on obligeait les néophytes à renier le Christ, à cracher sur la croix et qu'on les soumettait à des pratiques obscènes. Sous le prétexte de mettre fin à ces rumeurs, Philippe avait offert au grand maître, pour l'honneur de l'ordre, d'ouvrir une enquête. « Et j'ai accepté, » pensait Mollet. « J'ai été abominablement abusé, j'ai été trompé. » Car un jour d'octobre 1307, ah, comme Mollet se souvenait de ce jour-là. C'était un vendredi 13. La veille encore, il m'embrassait et m'appelait son frère, en me donnant la première place aux obsèques de sa belle-sœur, l'impératrice de Constantinople. Donc, le vendredi 13 octobre 1307, le roi Philippe, par un gigantesque coup de filet policier préparé de longue main, faisait arrêter à l'aube tous les Templiers de France, au nom de l'Inquisition, sous l'inculpation d'hérésie. Et le garde des Sceaux Nogaret venait lui-même se saisir de Jacques de Molay et de 140 chevaliers de la maison mère. Un ordre fut lancé qui fit sursauter le grand maître. Les archers serraient les rangs. Messire Alain de Pareil avait coiffé son casque. Un soldat tenait son cheval et lui présentait l'étrier. « Allons, » dit le grand maître. Les prisonniers furent poussés vers le chariot. Molay y monta le premier. Le commandeur d'Aquitaine, l'homme qui avait repoussé les Turcs à Saint-Jean-d'Acre, semblait frappé d'hébétude. Il fallut le hisser. Le visiteur général remuait les lèvres sans arrêt. Lorsque Geoffroy de Charnay grimpa à son tour dans la voiture, un chien invisible se mit à hurler quelque part du côté des écuries. Puis, tiré par 4 chevaux de fil, le lourd chariot s'ébranla. Le grand portail s'ouvrit et une immense clameur s'éleva. Plusieurs centaines de personnes, tous les habitants du quartier du Temple et des quartiers voisins, s'écrasaient contre les murs. Les archers de tête durent s'ouvrir chemin à coups de manches de pique. « Place aux gens du roi !» criaient les archers. Droit sur son cheval, l'air impassible et toujours ennuyé, Alain de Pareil dominait le tumulte. Mais quand les Templiers parurent, la clameur tomba d'un coup. Devant ces 4 vieux hommes décharnés, que le chaos des roues pleines jetait les uns contre les autres, les Parisiens eurent un moment de stupeur muette, de compassion spontanée. Puis il y eut des cris. « À mort! À mort, les hérétiques !» lancés par des sergents royaux mêlés à la foule. Alors les gens, qui sont toujours prêts à crier avec le pouvoir et à faire les orageux quand ils ne risquent rien, commencèrent un beau concert de gueules. « À mort! Voleurs! Idolâtres! Voyez-les! Ils ne sont plus si fiers aujourd'hui, ces païens! À mort !» Insultes, moqueries, menaces s'élevaient le long du cortège, mais cette fureur restait maigre. La plus grande partie de la foule continuait à se taire et son silence, pour prudent qu'il fût, n'en était pas moins significatif. Car en 7 ans, le sentiment populaire s'était modifié. On savait comment avait été conduit le procès. On avait vu des Templiers à la porte des églises montrer aux passants les os qui leur étaient tombés du pied après les tortures. On avait vu dans plusieurs villes de France mourir les chevaliers par dizaines sur les bûchers. On savait que certaines commissions ecclésiastiques s'étaient refusées à prononcer les condamnations et qu'il avait fallu y nommer de nouveaux prélats, comme le frère du Premier ministre Marigny, pour accomplir cette besogne. On disait que le pape Clément V lui-même n'avait cédé que contre son gré parce qu'il était dans la dépendance du roi et qu'il avait craint de subir le même sort que son prédécesseur, le pape Boniface, giflé sur son trône. Et puis, en ces 7 ans, le blé ne s'était pas fait plus abondant, le pain avait encore enchéri, et il fallait bien admettre que ce n'était plus la faute des Templiers. 25 archers, l'arc en bandoulière et la pique sur l'épaule, marchaient devant le chariot, 25 allaient sur chaque flanc, et autant fermaient le cortège. Ah, si seulement il nous restait un peu de force au corps, pensait le grand maître. À 20 ans, il eût sauté sur un soldat, lui eût arraché sa pique et eût tenté de s'échapper, ou bien se fût battu sur place jusqu'à la mort. Derrière lui, le frère visiteur marmonnait entre ses dents cassées. « Ils ne nous condamneront pas. Je ne peux pas croire qu'ils nous condamnent. Nous ne sommes plus dangereux. » Et le commandeur d'Aquitaine, émergeant de son hébétude, disait « C'est bonne chose de sortir. C'est bonne chose de respirer l'air frais, n'est-ce pas, mon frère ?» Le précepteur de Normandie toucha le bras du grand maître. « Messire, mon frère, dit-il à voix basse, je vois des gens pleurer dans cette foule et d'autres faire le signe de croix. Nous ne sommes point seuls dans notre calvaire. » « Ces gens-là peuvent nous plaindre, mais ils ne peuvent rien pour nous sauver, répondit Jacques de Molay. « Ce sont d'autres visages que je cherche. »
Le précepteur comprit l'espérance ultime, insensée à laquelle le grand maître se raccrochait. Instinctivement, il se mit lui aussi à scruter la multitude. Car parmi les 15 000 chevaliers du Temple, un nombre appréciable avait échappé aux arrestations de 1307. Les uns s'étaient réfugiés dans les couvents, d'autres s'étaient défroqués et vivaient clandestins dans les campagnes ou les villes. D'autres encore avaient gagné l'Espagne, où le roi d'Aragon, refusant d'obéir aux injonctions du roi de France et du pape, avait laissé aux Templiers leur commanderie et fondé avec eux un nouvel ordre. Il y avait ceux également que certains tribunaux relativement cléments avaient confiés à la garde des Hospitaliers. Beaucoup de ces anciens chevaliers, demeurés en liaison, avaient constitué une sorte de réseau secret. Et Jacques de Molay se disait que peut-être un complot s'était-il monté. Peut-être qu'en un point du parcours, au coin de la rue des Blancs-Manteaux ou de la rue de la Bretonnerie ou du cloître Saint-Méry, un groupe d'hommes allait surgir et, sortant des armes de dessous leurs cottes, fondre sur les archers, tandis que d'autres conjurés postés aux fenêtres lanceraient des projectiles. Avec une charrette poussée en travers de la chaussée, on pouvait bloquer la voie et compléter la panique. Et pourquoi nos anciens frères feraient-ils cela, pensa Molay? Pour délivrer leur grand maître qui les a trahis, qui a renié l'ordre, qui a cédé aux tortures. Pourtant, il s'obstinait à observer la foule, le plus loin qu'il pouvait, et il n'apercevait que des pères de famille qui avaient hissé leurs petits-enfants sur leurs épaules, des enfants qui, plus tard, quand on prononcerait devant eux le nom de Templiers, ne se souviendraient que de 4 vieillards barbus et grelottants, encadrés de gendarmes comme des malfaiteurs publics. Le visiteur général continuait de parler tout seul, en chuintant, et le héros de Saint-Jean d'Acre de répéter qu'il faisait bon se promener matin. Le grand maître sentit se former en lui une de ces colères à demi démentes qui le saisissaient si souvent dans sa prison et le faisaient hurler en frappant les murs. Il allait sûrement accomplir quelque chose de violent et de terrible, il ne savait quoi, mais il avait besoin de l'accomplir. Il acceptait sa mort, presque comme une délivrance, mais il n'acceptait pas de mourir injustement, ni de mourir déshonoré. La longue habitude de la guerre remuait une dernière fois son vieux sang. Il voulait mourir en se battant. Il chercha la main de Geoffroy de Charnay, son ami, son compagnon, le dernier homme fort qu'il eut à côté de lui. Et il étreignit cette main. Le précepteur de Normandie vit sur les tempes creusées du grand maître les artères qui se gonflaient comme des couleuvres bleues. Le cortège atteignait le pont Notre-Dame. Les bruits du roi. Une savoureuse odeur de farine, de beurre chaud et de miel flottait autour de l'éventaire. « Chaude, chaude les oublis! Tout le monde n'en aura pas! Allez, bourgeois, mangez! Chaude les oublis !» criait le marchand qui s'agitait derrière un fourneau en plein air. Il faisait tout à la fois, étalait la pâte, retirait du feu les crêpes cuites, rendait la monnaie, surveillait les gamins pour les empêcher de chaparder. « Chaude les oublis !» Il était si affairé qu'il ne remarqua pas le client dont la main blanche laissa glisser une piécette de cuivre en paiement d'une crêpe dorée, croustillante et roulée en cornet. Il vit seulement la même main reposer l'oubli dans laquelle on n'avait mordu qu'une bouchée. « En voilà bien dégoûté, dit le marchand en tisonnant son feu. On leur en baillera, pur froment et beurre de Vaugirard. À ce moment, il se releva et resta bouche bée. Son dernier mot arrêté dans la gorge, en apercevant le client auquel il s'adressait. Cet homme de très haute taille, aux yeux immenses et pâles, qui portait chaperon blanc et tunique demi-longue. Avant que le marchand ait pu amorcer une courbette ou balbutier une excuse, l'homme au chaperon blanc s'était déjà éloigné et l'autre, bras ballant tandis que sa nouvelle fournée d'oubli était en train de brûler, le regardait s'enfoncer dans la foule. Les rues marchandes de la cité, au dire des voyageurs qui avaient parcouru l'Afrique et l'Orient, ressemblaient assez au souk d'une ville arabe. Même grouillement incessant, même échoppes minuscules tassées les unes contre les autres, même senteur de graisse cuite, d'épices et de cuir, même marche lente des chalands gênant le passage des ânes et des portefaix. Chaque rue, chaque venelle avait sa spécialité, son métier particulier. Ici, les tisserands dont on apercevait les métiers dans les arrière-boutiques, là, les savetiers, tapant sur leurs pieds de fer, et plus loin, les selliers tirant sur la laine, et ensuite les menuisiers tournant les pieds d'escabelle. Il y avait la rue aux oiseaux, la rue aux herbes et aux légumes, la rue des forgerons, toute résonnante du bruit des enclumes. Les orfèvres installés le long du quai, qui portait leur nom, travaillaient devant leurs petits réchauds. On apercevait de minces bandes de ciel entre les maisons de bois et de torchis, aux pignons rapprochés.
Le sol était couvert d'une fange assez malodorante où les gens traînaient selon leurs conditions leurs pieds nus, leurs patins de bois ou leurs souliers de cuir. L'homme aux hautes épaules et au chaperon blanc continuait d'avancer lentement dans la cohue, les mains derrière le dos, insoucieux semblait-il de se faire bousculer. Beaucoup de passants d'ailleurs s'effaçaient devant lui et le saluaient. Il leur répondait d'un bref signe de tête. Il avait une carrure d'athlète. Ses cheveux blonds roux, soyeux, terminés en rouleau, lui tombaient presque jusqu'au col, encadrant un visage régulier et d'une rare beauté de traits. 3 sergents royaux en habit bleu et portant au creux du bras un bâton sommé d'une fleur de lys, suivaient ce promeneur à quelque distance, mais sans jamais le perdre des yeux, s'arrêtant lorsqu'il s'arrêtait, se remettant en marche en même temps que lui. Soudain, un jeune homme en juste au corps serré, entraîné par 3 grands lévriers qu'il menait en laisse, déboucha d'une ruelle et vint se jeter contre le flâneur, manquant de le renverser. Les chiens se mêlèrent, hurlèrent. « Ma, prenez donc garde où vous cheminez !» s'écria le jeune homme avec un fort accent italien. « Pour un peu vous tombiez sur mes chiens, il m'aurait plu qu'ils vous mordissent !» 18 ans en plus, bien pris dans sa petite taille, les yeux noirs et le menton fin, il forçait la voix pour faire l'homme. Tout en dépêtrant la laisse, il continuait « Non se può vedere un cretino peggiore !» Mais déjà les 3 sergents l'encadraient. L'un d'eux le prit par le bras et lui dit un mot à l'oreille. Aussitôt le jeune homme ôta son bonnet et s'inclina avec un grand geste de respect. Un rassemblement discret s'était formé. « Voilà de beaux chiens de cour. À qui sont-ils » demanda le promeneur en dévisageant le garçon de ses yeux immenses et froids. « À mon oncle, le banquier Tolomei, pour vous servir, » répondit le jeune homme en s'inclinant une seconde fois. Sans rien ajouter, l'homme au chaperon blanc poursuivit son chemin. Quand il se fut un peu éloigné, ainsi que les sergents, les gens s'esclaffèrent autour du jeune Italien. Celui-ci n'avait pas bougé de place et semblait avoir quelque peine à digérer sa méprise. Les chiens eux-mêmes se tenaient quoi. « Eh bien, il n'est plus tout faraud, disait-on en riant. Regardez-le, il a manqué jeter le roi par terre, et de surcroît il l'a injurié. Tu peux t'apprêter à coucher cette nuit en prison, mon gaillard, avec 30 coups de fouet. » L'Italien fit front au badaud. « Et quoi, je ne l'avais jamais vu. Comment les pouvais-je reconnaître? Et puis apprenez, bonnes gens, que je suis d'un pays où il n'y a pas de roi pour qui l'on doive se coller contre les murs. Dans ma ville de Sienne, chaque citoyen peut être roi à son tour. Et qui veut prendre en gire Guiccio Baglioni n'a qu'à le dire. » Il avait lancé son nom comme un défi. L'orgueil susceptible des Toscans assombrissait son regard. Il portait au côté une dague ciselée, personne n'insista. Le jeune homme claqua des doigts pour relancer ses chiens et continua sa route, moins assuré qu'il ne voulait le paraître, en se demandant si sa sottise n'aurait pas de fâcheuses conséquences. Car c'était bien le roi Philippe le Bel qu'il venait de bousculer. Ce souverain que nul n'égalait en puissance aimait ainsi marcher à travers sa ville, comme un simple bourgeois, se renseignant sur les prix, goûtant les fruits, tâtant les étoffes, écoutant les propos. Il prenait le pouls de son peuple. Des étrangers parfois s'adressaient à lui pour trouver leur chemin. Un soldat, un jour, l'avait arrêté, lui réclamant un arriéré de paye. Aussi avare de paroles que d'argent, il lui arrivait rarement au cours de sa promenade de prononcer plus de 3 phrases ou de dépenser plus de 3 sols. Le roi passait par le marché à la viande, lorsque le bourdon de Notre-Dame se mit à sonner, en même temps qu'une grande rumeur s'élevait. « Les voilà! Les voilà !» criait-on dans la rue. La rumeur se rapprochait. Des passants se mirent à courir dans sa direction. Un gros boucher sortit de derrière son étal, le tranchait à la main en hurlant « À mort, les hérétiques !» Sa femme l'accrocha par la manche. « Hérétique? Pas plus que toi, dit-elle. Reste donc ici à servir la pratique, tu seras plus utile, grand fainéant. » Ils se prirent de bec. Aussitôt, un attroupement se fit autour d'eux. « Ils ont avoué devant les juges, » continuait le boucher. « Les juges » répliqua quelqu'un. « On en collecte d'une sorte, ils jugent à la commande de ceux qui les payent. » Chacun voulut alors faire entendre son avis. « Les Templiers sont de saints hommes, ils ont toujours bien fait l'aumône. Il fallait leur prendre leur argent, mais point les torturer. C'était le roi leur plus fort débiteur, plus de Templiers, plus de dettes. Le roi a bien fait. » « Le roi ou les Templiers, dit un apprenti, c'est du pareil au même. Faut laisser les loups se manger entre eux. Pendant ce temps-là, ils ne nous dévorent pas. » Une femme, à ce moment, se retourna, pâlit et fit signe aux autres de se taire. Philippe le Bel était derrière eux et les observait de son regard glacial. Les sergents s'étaient insensiblement rapprochés, prêts à intervenir. En un instant, l'attroupement se dispersa
et ceux qui le composaient partirent au pas de course en criant bien fort « Vive le roi! À mort les hérétiques !» On aurait pu croire que le roi n'avait pas entendu. Rien dans son visage n'avait bougé, rien n'y avait paru. S'il prenait plaisir à surprendre les gens, c'était un plaisir secret. La clameur grossissait toujours. Le cortège des Templiers passait à l'extrémité de la rue et le roi put voir un instant par l'échappée entre les maisons le chariot et ses 4 occupants. Le grand maître se tenait droit, il avait l'air d'un martyr, mais non d'un vaincu. Laissant la foule se précipiter au spectacle, Philippe le Bel, d'un pas égal par les rues brusquement vidées, revint vers son palais. Le peuple pouvait bien maugréer un peu, et le grand maître redresser son vieux corps torturé. Dans 1 heure, tout serait terminé, et la sentence dans l'ensemble bien accueillie. Dans 1 heure, l'œuvre de 7 années serait accomplie, parachevée. Le tribunal épiscopal avait statué. Les archers étaient nombreux, les sergents gardaient les rues. Dans 1 heure, l'affaire des Templiers serait effacée des soucis publics, et le pouvoir royal en sortirait grandi et renforcé. Même ma fille Isabelle sera satisfaite. J'aurais fait droit à sa prière, et de la sorte contenter tout le monde. Mais il était temps d'en finir, se disait le roi Philippe. Il rentra dans sa demeure par la galerie Mercière. Tant de fois remanié au cours des siècles, sur ses vieilles fondations romaines, le palais venait d'être entièrement rénové par Philippe et sensiblement agrandi. L'époque était à la construction, et les princes rivalisaient sur ce point. Ce qui se faisait à Westminster était à Paris déjà terminé. Des édifices anciens, Philippe n'avait gardé que la Sainte-Chapelle bâtie par son grand-père Saint-Louis. Le nouvel ensemble de la cité, avec ses grandes tours blanches, se reflétant dans la Seine, était imposant, massif, ostentatoire. Fort regardant à la petite dépense, le roi Philippe ne lésinait pas dès lors qu'il s'agissait d'affirmer la puissance de l'État. Mais comme il ne négligeait aucun profit, il avait concédé aux merciers, moyennant redevance annuelle, le privilège de tenir boutique dans la grande galerie du palais, qu'on appelait de ce fait la galerie mercière, avant de l'appeler la galerie marchande. Cet immense vestibule, haut et vaste comme une cathédrale à 2 nefs, faisait l'admiration des voyageurs. Sur les chapiteaux des piliers se dressaient 40 statues figurant les 40 rois qui, depuis Pharamond et Mérové, s'étaient succédés à la tête du royaume franc. Face à l'effigie de Philippe le Bel avait été placée celle d'Enguerrand de Marigny, coadjuteur et recteur du royaume, qui avait inspiré et dirigé les travaux. Ouverte à tout venant, la galerie constituait un lieu de promenade, de négoce et de rencontres galantes. On y pouvait faire ses emplettes et en même temps y côtoyer les princes. La mode se décidait là. Une foule incessamment déambulait entre les éventaires, au-dessous des grandes statues royales. Broderies, dentelles, soieries, velours et camelins, passementeries, articles de parure et de petites joailleries s'entassaient, chatoyaient, miroitaient sur les comptoirs de chêne, dont le soir on relevait l'abattant, ou chargeait des tables à tréteaux, ou pendait à des perches. Dames de la cour, bourgeoises, servantes, allaient d'un étalage à l'autre. On palpait, on discutait, on rêvait, on flânait. L'endroit bruissait de discussions, de marchandages, de conversations, de rires, dominé par le boniment des vendeurs racolant la pratique. Nombreuses étaient les voix aux accents étrangers, surtout des accents d'Italie et de Flandre. Un gaillard efflanqué proposait des mouchoirs brodés, disposés sur une bâche de chanvre à même le sol. « Ah, n'est-ce point pitié, belle dame, cria-t-il, que de se moucher dans ses doigts ou dans sa manche, quand vous avez pour se faire des toiles si finement adornées, que vous pouvez nouer avec grâce autour de votre bras ou de votre aumônière. » Un autre amuseur à quelques pas jonglait avec des bandes de dentelle de Malines et les lançait si haut que leurs arabesques blanches montaient jusqu'aux éperons de pierre de Louis le Gros. « On brade, on donne, 6 deniers l'aune, laquelle de vous n'a 6 deniers pour se faire les tétons aguicheurs ?» Philippe le Bel traversa la galerie dans toute la longueur. La plupart des hommes sur son passage s'inclinaient, les femmes amorçaient une révérence. Sans qu'il le montrât, le roi aimait l'animation de la galerie mercière et les marques de déférence qu'il y recueillait. Le bourdon de Notre-Dame continuait à tinter, mais le son n'en parvenait ici qu'atténué, assourdi. À l'extrémité de la galerie, non loin des degrés du grand escalier, se tenait un groupe de 3 personnes, 2 très jeunes femmes, un jeune homme, dont la beauté, la mise et aussi l'assurance attiraient l'attention discrète des passants. Les jeunes femmes étaient 2 belles filles du roi, celles qu'on appelait les sœurs de Bourgogne. Elles se ressemblaient peu.
L'aînée, Jeanne, mariée au second fils de Philippe le Bel, le comte de Poitiers, avait à peine 21 ans. Elle était grande, élancée, avec des cheveux blonds cendrés, un maintien un peu composé et un long œil oblique de lévrier. Elle se vêtait avec une simplicité qui était presque une recherche. Ce jour-là, elle portait une robe de velours gris clair, aux manches collantes, sur laquelle était passé un surcot bordé d'hermine qui s'arrêtait aux hanches. Sa sœur Blanche, épouse de Charles de France, le cadet des princes royaux, était plus petite, plus ronde, plus rose, plus spontanée. Âgée de 18 ans, elle gardait aux joues les fossettes de l'enfance. Elle avait une blondeur chaude, des yeux marron clair très brillants et de petites dents transparentes. S'habiller était pour elle plus qu'un jeu, une passion. Elle s'y livrait avec une extravagance qui ne relevait pas forcément du meilleur goût. Elle s'ornait le front, le col, les manches, la ceinture de plus de bijoux qu'elle pouvait. Sa robe était brodée de perles et de fils d'or. Mais elle avait tant de grâce et semblait si contente d'elle-même qu'on lui pardonnait volontiers cette profusion naïve. Le jeune homme qui se trouvait auprès des 2 princesses était vêtu comme il convient à un officier de maison souveraine. Il était question dans ce petit groupe d'une affaire de 5 jours dont on discutait à mi-voix avec une agitation contenue. « Est-il raisonnable de se mettre en telle peine pour 5 jours ?» disait la comtesse de Poitiers. Le roi surgit de derrière une colonne qui avait masqué son approche. « Bonjour, mes filles, » dit-il. Les jeunes gens se turent brusquement. Le beau garçon salua très bas et s'écarta d'un pas, gardant les yeux à terre. Les 2 jeunes femmes, après qu'elles eurent fléchi le genou, demeurèrent muettes, rougissantes, un peu embarrassées. Ils avaient l'air tous 3 pris en faute. « Eh bien, mes filles, demanda le roi, ne dirait-on pas que je suis de trop dans votre babil? Que comptiez-vous donc ?» Il n'était nullement surpris de cet accueil, car il avait accoutumé de voir les gens, et même ses familiers ou ses plus proches parents, intimidés par sa présence. Une sorte de mur de glace le séparait d'autrui. Il ne s'en étonnait plus, mais s'en affligeait. Il croyait faire tout le nécessaire pour se rendre avenant et aimable. Ce fut la jeune Blanche qui reprit le plus rapidement assurance. « Il faut nous pardonner, sire, dit-elle, mais nos paroles ne sont guère aisées à vous répéter. »« Pourquoi cela ?»« C'est que nous disions du mal de vous. »« En vérité ?» dit Philippe le Bel, ne sachant comment il devait entendre la plaisanterie. Il arrêta son regard sur le jeune homme qui demeurait en retrait et, le désignant du menton, « Qui est ce damoiseau ?» demanda-t-il. « Messire Philippe d'Aunay, écuyer de notre oncle Valois, » répondit la comtesse de Poitiers. Le jeune homme salua de nouveau. « N'avez-vous pas un frère ?» dit le roi, s'adressant à l'écuyer. « Oui, sire, un frère qui est à monseigneur de Poitiers, » répondit le jeune d'Aunay, rougissant et la voix mal assurée. « C'est cela. Je vous confonds toujours, » dit le souverain. Puis, revenant à Blanche, « Alors, quel mal disiez-vous de moi, ma fille ?»« Jeanne et moi étions d'accord pour vous en vouloir beaucoup, sire mon père, car voici 5 nuits de suite que nos maris ne nous sont point de service, tant vous les retenez tard aux séances du conseil, ou les envoyez loin pour les affaires du royaume. »« Mes filles, ce ne sont point paroles à prononcer tout haut, » dit le roi. Il était pudique de nature, et on le disait observer une stricte chasteté depuis 9 ans qu'il était veuf. Mais il semblait qu'il ne pût sévir contre Blanche. La vivacité de celle-ci, sa gaieté, son audace à tout dire, le désarmaient. Il était à la fois amusé et choqué. Il sourit, ce qui ne lui arrivait pas une fois par mois. « Et la 3e, que dit-elle » ajouta-t-il. Par la 3e, il entendait Marguerite de Bourgogne, cousine de Jeanne et de Blanche, et mariée à l'héritier du trône, Louis, roi de Navarre. « Marguerite » s'écria Blanche. « Elle s'enferme, elle fait son œil noir, et elle dit que vous êtes aussi méchant que vous êtes beau. » Cette fois encore, le roi resta un peu indécis, comme s'il s'interrogeait sur la manière de prendre ce dernier trait. Mais le regard de Blanche était si limpide, si candide. Elle était la seule personne qui osât lui parler d'un tel ton et qui ne trembla pas en sa présence. « Eh bien, rassurez Marguerite, et rassurez-vous, Blanche. Mes fils Louis et Charles pourront vous tenir compagnie ce soir. Aujourd'hui est une bonne journée pour le royaume, » dit Philippe le Bel. « Il n'y aura pas conseil ce soir. Quant à votre époux, Jeanne, qui est allée loin à Dole et à Salins pour veiller aux affaires de votre comté, je ne pense pas qu'il demeure encore absent plus d'1 semaine. »« Alors, je m'apprête à fêter son retour, » dit Jeanne en courbant son beau cou.
C'était pour le roi Philippe une très longue conversation que celle qu'il venait de tenir. Il tourna les talons brusquement sans dire adieu et gagna le grand escalier qui menait à ses appartements. « Dieu soit loué !» dit Blanche, la main sur la poitrine, en le regardant disparaître. « Nous l'avons échappé belle !»« J'ai cru défaillir de peur, » dit Jeanne. Philippe d'Aunay était rouge jusqu'aux cheveux, non plus de confusion à présent, mais de colère. « Grand merci, dit-il sèchement à Blanche. Ce sont choses agréables à entendre que celles que vous avez dites. »« Et que vouliez-vous que je fisse ?» s'écria Blanche. « Avez-vous trouvé mieux, vous ? Vous êtes resté court, et tout bredouillant. Il nous arrive sus sans qu'on l'ait vu, il a l'oreille la plus fine du royaume. Si jamais il a surpris nos propos, c'était bien la seule façon de lui donner le change. Et plutôt que de récriminer encore Philippe, vous feriez mieux de me féliciter. »« Ne recommencez point, dit Jeanne. Marchons, rapprochons-nous des boutiques. Quittons cet air de complot. » Ils avancèrent, répondant au salut dont on les honorait. « Messire, reprit Jeanne à mi-voix, je vous ferai remarquer que c'est vous, par votre sotte jalousie, qui êtes cause de cette alarme. Si vous ne vous étiez pas mis si fort à vous plaindre à propos de Marguerite, nous n'eussions point couru le risque que le roi en entendît trop. » Philippe d'Aunay garda la mine sombre. « En vérité, dit Blanche, votre frère est plus agréable que vous. »« C'est sans doute qu'il est mieux traité, et j'en suis heureux pour lui, répondit le jeune homme. En effet, je suis un bien grand sot de me laisser humilier par une femme qui me traite en valet, m'appelle dans son lit quand l'envie lui en prend, m'éloigne quand l'envie lui passe, me laisse des jours sans me donner signe de vie, et qui feint de ne pas me reconnaître quand elle me croise. Quel jeu joue-t-elle à la parfum ?» Philippe d'Aunay, écuyer de Monseigneur de Valois, était depuis 4 ans l'amant de Marguerite de Bourgogne, l'aînée des belles-filles de Philippe le Bel. S'il osait en parler de la sorte devant Blanche de Bourgogne, épouse de Charles de France, c'était parce que Blanche se trouvait être la maîtresse de son frère, Gauthier d'Aunay, écuyer du comte de Poitiers. Et s'il pouvait s'en ouvrir devant Jeanne de Bourgogne, comtesse de Poitiers, c'était parce que celle-ci, bien qu'elle ne fût encore la maîtresse de personne, favorisait pourtant, moitié par faiblesse, moitié par amusement, l'intrigue des 2 autres brues royales, combinait les rendez-vous, facilitait les rencontres. Ainsi, en cet avant-printemps 1314, le jour même où l'on allait juger les Templiers et où cette grave affaire était le principal souci de la couronne, 2 fils de France, l'aîné, Louis, et le puîné, Charles, portaient les cornes par la grâce de 2 écuyers appartenant l'un à la maison de leur oncle, l'autre à la maison de leur frère, et ceci sous la garde de leur belle-sœur, Jeanne, épouse constante mais entremetteuse bénévole, qui prenait un trouble plaisir à vivre les amours d'autrui.